Private Equity Podcast, sharing tea with PE experts. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son sujet d'expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Christophe, vous avez débuté votre carrière en private equity chez 3i en 1998, puis vous avez rejoint RBS en 2002 dans le contexte du rachat de NatWest, avant d'intégrer Activa Capital à ses débuts en 2003. Depuis 2014, avec Alexandre Masson, vous en assurez désormais la direction. Dès 2009, vous avez été précurseur en développement durable et vous êtes co-auteur de Développement durable et capital investissement, publié par la FIC, désormais France Investissement. Christophe, bienvenue à vous au podcast Private Equity pour partager ensemble le temps d'un thé, votre témoignage d'investisseur en Private Equity. Christophe, au regard de votre parcours, comment définiriez-vous le Private Equity en quelques mots ? Tout d'abord, bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir pour un thé sur le Private Equity. Je suis très heureux d'échanger avec vous pendant ces quelques minutes à venir. Alors le Private Equity, évidemment, d'abord, j'ai le privilège des gens qui ont un peu d'intériorité, pour ne pas dire un peu d'âge. Pour moi, le Private Equity, il a voulu dire beaucoup de choses simplement parce que ça fait pas mal de temps que j'y suis. Effectivement, vous le rappeliez, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le Private Equity en France. Et donc le Private Equity, au fil de temps, il a voulu dire beaucoup de choses pour moi, à titre personnel et puis à titre professionnel. C'est vrai qu'initialement, j'avais commencé chez 3i à Lyon, et c'était une époque dont peu se souviennent, mais où le private equity n'existait pas, ou peu. Personne ne savait vraiment ce que vous faisiez. Il y avait peu d'acteurs. Et moi, j'ai eu la chance de connaître un modèle de terrain, de rencontres essentiellement avec les entrepreneurs, et tout ça dans un environnement où 3i donnait l'opportunité de faire tout ça dans un environnement anglo-saxon. Et donc avec la sophistication de la finance à l'anglo-saxonne, et puis le plaisir et l'adrénaline des rencontres de terrain. Alors moi, à Lyon, évidemment, j'étais plus présent en Isère, dans la Drôme et sur le Rhône. Mais ça a été avant tout une réalité de rencontre avec des gens qui menaient des PME. Et donc le private equity, pour moi, ça a d'abord été ça. C'est-à-dire des individus qui ont des ambitions qui concrétisent en emmenant des équipes, des salariés, des produits, des services au plus loin qu'ils le pouvaient. Donc c'était évidemment très très excitant, absolument enthousiasmant. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de voir cette réalité se sophistiquer et se transformer. D'abord chez 3i, vous l'avez dit, où on a commencé à faire du LBO majoritaire. Initialement, 3i, c'était quand même un investisseur minoritaire qui venait en renfort de fonds propres pour aider les PME à se développer. Et donc là, c'est devenu, pour moi, le private equity, une technique qui permettait à des entreprises d'être transmises, de grandir, une technique financière, après avoir été un sujet de rencontre avec des entrepreneurs. Et puis enfin, en passant chez RBS, j'ai pu travailler à Londres, en particulier sur le bilan de la banque. J'étais un rouage dans la grande machinerie de Royal Bank of Scotland Private Equity à l'époque, mais là j'ai découvert le monde des grands investisseurs. Et donc là, le Private Equity, même si c'était donc il y a une vingtaine d'années, ça a eu une autre signification pour moi. C'est devenu une classe d'actifs qui était arbitrée au sein d'autres classes d'actifs. Sachant qu'à l'époque, c'était vraiment une classe d'actifs alternative, et de comprendre comment des grands investisseurs internationaux, anglo-saxons pour la plupart, pouvaient envisager l'attractivité et le risque attaché à cette classe d'actifs. Donc c'est vrai qu'avant de rejoindre Activa, Private Equity voulait déjà dire pour moi beaucoup de choses, recouvrait des réalités très différentes, très concrètes d'une part, très financières, et puis aussi du point de vue de l'usager final qu'en est l'entrepreneur, ou du point de vue de l'investisseur qui l'arbitre comme une classe d'actifs aujourd'hui à part entière. Alors,
je vais faire un saut dans le temps, mais aujourd'hui, avec encore plus d'expérience, et pour le coup, mon expérience, vous l'avez dit, moi je travaille, je co-dirige avec Alexandre Masson Activa Capital. C'est une expérience de PME et de transformation de PME. Donc c'est une expérience très forte, que ce soit pour les entreprises ou pour les entrepreneurs que nous accompagnons. Donc c'est d'abord un métier de conviction sur des individus qui sont les entrepreneurs. Quand on a décidé, par exemple, de s'associer avec Marc Delamarre, qui était le président d'Atlas Formen, c'était une conviction très forte, totale, sur le talent, l'ambition et la capacité de meneur d'homme de Marc, qui était à l'époque, donc avait créé Atlas Formen en 98, qui l'avait amené à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires au sein du groupe italien des Agostini. Donc c'était la possibilité pour lui d'organiser le spin-off. Et on avait une conviction très très forte sur lui qui s'est révélée juste, puisqu'il y a eu un parcours extraordinaire à ses côtés, et qu'aujourd'hui d'ailleurs, nous on a passé la main à Latour, et qu'aujourd'hui Latour a passé la main à Motion Equity Partners, avec un parcours de développement de chiffre d'affaires, d'activité et de géographie absolument exceptionnel. On était français et européens. On est devenus ensemble européens et britanniques. Et puis aujourd'hui, l'entreprise est également nord-américaine. Donc la conviction sur des modèles, évidemment, également. La capacité à s'associer, c'est un métier, en tout cas dans la manière dont on le fait ici, c'est-à-dire avec des PME et des entrepreneurs de PME, où on doit s'associer à des individus avec leur complexité, leurs ambitions. On doit s'associer à des équipes, c'est-à-dire convaincre. Et vous l'avez dit, on a repris la direction d'Activa en 2014 et on a recruté une équipe complète qui est toujours avec nous. Donc c'est la capacité à donner un horizon, une ambition et un parcours complet aux gens qui nous rejoignaient. Le troisième mot pour moi, pour le private equity, c'est le long terme. Le long terme pour nos clients, les investisseurs, qui s'engagent à 10 ans et en fait plutôt à 15, 20 ou 30 ans, puisqu'ils font le pari qu'une équipe d'investisseurs sera en mesure, qu'ils accompagnent, sera en mesure, avec le chèque en blanc qu'ils leur font, de renvoyer des retours dans un cadre quand même extrêmement précis, que ce soit sur les critères d'investissement, les cibles, le type de secteur ou même l'impact ESG qu'on promet qu'on délivrera. On en reparlera, j'imagine. Que ce soit aussi pour les entrepreneurs que nous accompagnons. Il faut pouvoir rester, il faut avoir le temps, bien sûr. Les belles histoires sont d'accompagner une entreprise et les entrepreneurs pendant 3 à 5 ans lors d'un cycle réussi de croissance. Je parlais d'Atlas Formen, c'est vraiment pour nous l'exemple emblématique où on a pu voir l'entreprise passer de 130 à 180 millions de chiffre d'affaires en ouvrant 3 pays en moins de 3 ans. Ça n'est pas toujours le cas. On est resté associé avec une entreprise qui s'appelle ProNatura, alors, qui aujourd'hui est connue sous le nom d'Organic Alliance, de 2005 à 2014. Et ça nous a permis de connaître des hauts, des bas, mais surtout de l'accompagner dans la crise du bio à partir de 2008 et de l'aider à se structurer et à repartir dans un chemin de croissance rentable avec beaucoup de succès. Donc voilà, et le dernier mot pour moi du private equity aujourd'hui, c'est l'impact sur les PME qu'on accompagne quand on fait notre travail, quand on est vraiment la boîte à outils et le soutien pertinent pour des entrepreneurs qui ont des ambitions. C'est le cas, vous le savez, par exemple, chez Alliance Étiquette. On accompagne depuis 2015 un entrepreneur exceptionnel qui s'appelle Olivier Loland, qui faisait 8 millions de chiffre d'affaires, qui va en faire 100 cette année, qui est devenu le leader français de l'impression des étiquettes de vin. On a fait ensemble 8 acquisitions. On a passé la main parce qu'il fallait prendre une dimension internationale, mais on est toujours associé avec Olivier. Donc on a passé la main à Checkers, donc impact sur la PME. Impact sur les trajectoires personnelles, puisque Olivier Loland dit lui-même, l'aventure a été et continue à être extraordinaire. Donc c'est très important, évidemment, et c'est une grande fierté d'accompagner ce genre de trajectoire. Et puis l'impact ESG, c'est-à-dire se poser la question et y répondre de manière concrète et précise sur comment on aide ces PME à avoir des modèles pérennes
pérennes dans leur empreinte environnementale, pérennes sur les conditions de travail qu'elles offrent, hein, et évidemment pérennes aussi en termes de motivation, de création de valeur et de création de valeur partagée avec tous les salariés. Christophe, en 2014, vous reprenez avec Alexandre Masson la tête d'Activa Capital et succédez ainsi aux associés fondateurs. D'où vous êtes venue cette volonté de repositionner une société de gestion aussi établie qu'Activa Capital ? Je pense qu'il y a vraiment eu 3 choses à l'époque. D'abord, il y a une opportunité de repositionnement. Cette opportunité, elle vient avant tout de la confiance qui nous est faite à l'époque par les associés fondateurs et un en particulier qui était d'ailleurs le dirigeant d'Activa, qui est Charles Dill. Donc il y a évidemment une confiance dans la transmission qui va être faite. Donc ça, c'est une opportunité unique dans une vie professionnelle. Il y a une autre opportunité, c'est que ce qui a été créé avant nous, c'est un socle, une marque, donc une présence sur le marché français. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à partir d'une base qui est forte. La deuxième chose, c'est la chance d'une rencontre. Effectivement, vous le disiez, on reprend la direction d'Activa, Alexandre Masson et moi-même. On s'est rencontrés chez Activa 4 ans auparavant. Donc on travaille ensemble depuis 4 ans, très interconnectés et en grande proximité depuis 2 ans. Et donc là, c'est la chance et le hasard des rencontres professionnelles, 2 visions communes, une complémentarité et vraiment une envie de bâtir ou de continuer une aventure entrepreneuriale sur le marché français du private equity. Et puis, dernier élément nécessaire, évidemment, c'est une volonté, une ambition. La volonté d'avoir un positionnement, on va dire, plus précis sur le marché français en étant très convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, Activa, c'est quoi ? C'est des investissements uniquement dans des situations primaires, aux côtés d'entrepreneurs qui veulent transformer leur entreprise. Ce qui veut dire qu'on conduit pour l'essentiel des stratégies de buy and build transformant et avec un impact extrêmement fort sur les entreprises qu'on accompagne. Je vous parlais d'Alliance Étiquette, on est passé de 8 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était également le cas, par exemple, pour HRPass dans les services informatiques, qui est passé de 60 à 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en procédant à des acquisitions nombreuses et significatives hors de France, avec notre soutien complet. L'impact aussi de Mecadac, qui est un sous-traitant très brillant de l'aéronautique civile en France, mais franco-français, en tout cas dans ses sites de production, puisque Julien Dubec, le fondateur, travaille déjà avec Boeing, et on l'accompagne, et on a la chance, grâce à 3 acquisitions, de multiplier par 2,5 la taille du groupe d'une part, et puis surtout de racheter un fournisseur de rang 1 de Boeing aux États-Unis, ce qui nous donne évidemment une exposition et une place dans la supply chain de l'aéronautique tout à fait particulière. Christophe, vous êtes l'un des membres fondateurs du Club Développement Durable de France Invest, qui fut créé en 2009. Vous êtes également engagé auprès des PRI de l'ONU dès 2010. Vous poursuivez cet engagement aujourd'hui. Pourquoi cette importance de s'engager pour l'ESG ? Oui, alors vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un engagement structurel un peu au long cours, puisqu'il date maintenant de plus de 10 ans. Et donc cet engagement, la forme qu'il prend et puis la manière dont on le réfléchit et dont on le souhaite ici chez Activa a évolué au cours du temps. En 2009, c'est quand même essentiellement... En tout cas, on est considéré comme tel par la profession, une bande d'individus un peu illuminés ou décalés, ça c'est un peu pour l'anecdote, mais qui ont des convictions personnelles en réalité, et qui pensent que le private equity n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire que l'instrument private equity, donc le soutien aux PME via l'injection de fonds propres et de compétences, n'est pas neutre. Et donc il y a une couleur, un sens, une musique dans cet accompagnement. Et que ne rien faire et de dire qu'on ne serait responsable de rien et qu'on regarde juste les entreprises se développer un peu à leur guise est en fait une impasse. Et on sait tous à l'époque, dès 2009, après la crise, on assiste collectivement en tant qu'industrie au fait que le private equity est en train de devenir une composante financière, une classe d'actifs très importante. Elle l'est encore plus aujourd'hui, elle va continuer à croître. Et donc en face de ça, effectivement, on se dit, comment on répond à cette question qui va se poser ?
qui est quelle est notre responsabilité en tant qu'investisseur et en tant qu'accompagnateur d'entrepreneurs et d'entreprises vis-à-vis de la collectivité. Et on essaye d'y répondre, ou en tout cas on essaye de le cadrer, c'est-à-dire quel peut être notre rôle. Et à l'époque, c'est une question, on a eu beaucoup de chance, puisqu'on est arrivé à se poser cette question collectivement. On était une petite dizaine de représentants de fonds, et on a eu la chance effectivement que la FIC, donc France Invest aujourd'hui, nous donne un cadre, des moyens, une sorte de lettre de mission pour arriver à produire, sinon une réponse, du moins un cadre de questionnement à ce que pouvait être l'ESG à l'époque. À l'époque, signer les PRI, c'était un peu incongru, c'était assez rare. S'engager dans l'ESG, dans la société de gestion ou auprès des entreprises qu'on accompagne, c'était tout à fait original. Et donc moi, ce que j'en retire à l'époque, c'est vraiment une méthode de questionnement. Et en fait, la réponse est, finalement, oui, nous avons dès aujourd'hui, en 2009, une responsabilité vis-à-vis de toutes nos parties prenantes et vis-à-vis de la société en général, dans l'impact qu'on a en fait dans les entreprises qu'on accompagne. Et ne rien faire, c'est déjà avoir un impact, c'est ne pas s'engager. Et donc après, il a fallu mettre des outils, une méthode en place pour véritablement faire quelque chose. Puisque l'autre magie du private equity, c'est qu'on ne se paye pas de mots, on agit, et ça a des conséquences. Et donc je pense qu'à partir de 2009, la chance pour Activa, et moi en particulier, mais pour Activa et toutes les autres sociétés de gestion qui sont impliquées dans cette démarche, ça a été de pouvoir structurer l'approche ESG et puis d'assister à son développement croissant, puisque c'est aujourd'hui central. Donc ça, c'était le premier fait très, très important. Le deuxième fait, vous le connaissez, c'est que cette préoccupation ou ce questionnement sur l'ESG, il est venu des grands investisseurs, en particulier anglo-saxons, qui, investissant dans des sociétés cotées qui avaient des impacts plus ou moins négatifs sur l'environnement, les conditions de travail, évidemment, se sont dit qu'ils devaient adopter des principes de bonne conduite, les imposer ou en tout cas les décrire très précisément à ces entreprises cotées pour qu'ils puissent se regarder dans la glace, si je puis dire, et dire non, nous, dans l'investissement que nous faisons dans les entreprises cotées, ce sont des investissements éthiques, responsables, et donc qui, dans le long terme, sont bénéfiques ou ont un impact positif sur l'environnement, les conditions sociales et également, et on y reviendra j'imagine, le partage de la création de valeur parmi tous les salariés d'une entreprise. Christophe, nous parlons beaucoup de ESG aujourd'hui dans l'environnement du private equity. Quelle évolution anticipez-vous dans les années à venir ? Alors là, je pense que la première certitude qu'on a tous, c'est que l'ESG ou le développement durable va être de plus en plus central et important comme considération et comme horizon pour le private equity. Ça, c'est la première chose. Dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, la classe d'actifs est de plus en plus importante et donc joue un rôle social en vérité, qui est maintenant vraiment central en termes de nombre d'emplois, en termes également de financement de l'innovation. Donc c'est vraiment un acteur économique très significatif, et donc qui doit répondre de son rôle. Donc important croissante. Deuxième élément, si on est un peu plus précis, moi ce que je pense, c'est que les fonds dits article 9, c'est-à-dire dits à impact, ça sera en fait le régime commun de tous les fonds d'investissement dans les 10 ans à venir. Non pas que tous les fonds travailleront sur des secteurs à impact, mais qu'ils auront une méthode d'investissement qui sera de se soucier et de mesurer l'impact qu'ils ont sur l'environnement, le social et la gouvernance. Donc nous-mêmes, d'ailleurs, chez Activa, on est passé de article 6 à article 8 sur notre dernier fonds. On s'est posé la question de devenir immédiatement article 9. Ça nous a semblé être un mouvement un peu rapide et un saut un peu trop élevé par rapport aux exigences de l'article 9, mais il est évident que notre prochain véhicule sera article 9. Et on pense que le régime de droit commun du private equity institutionnel, ça sera l'article 9. Ce qui pose d'ailleurs la question de tous les secteurs qui seront, entre guillemets, exclus
de l'article 9. Et donc, ça veut dire aussi qu'a priori, alors Activa n'en fera pas partie, mais il y aura forcément une classe d'investisseurs private equity qui va se saisir de cette opportunité, si on devait être un peu caricaturaux ou ironique, des vices ou des dangers de l'humanité, mais en tout cas de thématiques qui sont exclues de l'article 9. Et donc, il va y avoir aussi des véhicules qui vont se lever sur ces thématiques-là. Voilà. Ça sera un effet collatéral, je pense, de ce qui va se passer. L'impact sur l'environnement va prendre une importance absolument considérable dans toutes nos considérations d'investissement. On ne peut pas avoir en même temps la planète qui brûle et investir dans des PME sans mesurer l'impact de ces PME sur l'environnement et les aider, voire leur imposer à améliorer leur empreinte carbone, leur impact environnemental. Ça, c'est une certitude. On ne fera pas l'impasse sur ces sujets-là. Donc la question là, c'est plutôt à quelle vitesse on le fait, de quel outil se dote-t-on, comment on mesure et quelle ambition on se donne sur l'amélioration de l'impact environnemental. Je note au passage que il y a aujourd'hui une floraison de tout un tas d'outils, de mesures, de reporting et de feuilles de route pour justement améliorer son empreinte carbone, par exemple. Ça va complètement dans ce sens. Donc l'environnement va être, là encore, de notre point de vue, un sine qua non. Et puis enfin, il y a non pas un tabou, mais un angle mort qui est dans tous les esprits, c'est le partage de la valeur. Donc, comment les investisseurs en capital qui font porter sur une part réduite des animateurs de la société la rétribution et la motivation, donc en leur rétrocédant une partie de la création de valeur. Donc, comment, en partant de cette situation, on va aller vers une situation où l'ensemble des salariés qui contribuent tous vont recevoir une part de cette création de valeur. Il y a aujourd'hui un dispositif très efficace et très intéressant, par exemple dans la loi PAC, que nous, on met systématiquement en place dans tous nos investissements, qui est la possibilité pour les actionnaires financiers de rétrocéder jusqu'à 2% de la plus-value. Donc Activa fait partie des sociétés de gestion qui mettent en place ce dispositif dans tous ces investissements. Mais c'est certain que, je pense qu'il va y avoir une boîte à outils plus riche et la question, plus la classe d'actifs va prendre de l'ampleur, plus la question va se poser. Je note au passage que dans le pays roi du private equity, les États-Unis, il y a une réflexion, voire même un début d'action, en tout cas une question d'action législative sur la fiscalité du carried interest. Donc, qui n'est pas exactement la même chose que le partage de la valeur et de la plus-value, mais on voit bien que ces thématiques, plus le private equity est de moins en moins private et de plus en plus exposé, plus évidemment les questions de répartition de valeur, plus-value, sont en train de devenir prégnantes. Et on doit participer, nous, investisseurs, à l'équilibre social qui est que, oui, on est capable encore de répondre de ce que nous faisons, et donc de dire oui, ce que nous avons mis en place est équitable et voilà pourquoi. Après, on peut être en désaccord, on peut en discuter, mais en tout cas, on doit avoir quelque chose de structuré. Et donc, je terminerai en disant que nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir beaucoup réfléchi à ce qu'on faisait et à comment on essayait d'avoir de l'impact sur les entreprises, ce qui n'est possible d'ailleurs toujours qu'avec l'accord des équipes d'entrepreneurs qu'on accompagne, à aujourd'hui, ce que nous faisons systématiquement, c'est 3 choses très concrètes. Mesure de l'empreinte carbone et amélioration de l'empreinte carbone au cours de la vie de l'investissement. Mise en place donc, du dispositif de la loi Pacte. Et mesure du bien-être au travail ou de la marque employeur pour être certain que pendant le moment d'accompagnement, donc sous la gouvernance du private equity, la qualité de travail pour les salariés est améliorée et est en progrès. Donc ce que nous, on fera dans 10 ans, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'était réfléchir à une feuille de route. Aujourd'hui, on pense qu'on a un impact très concret et on sait que sur ces 3 verticales, la pression et l'exposition va devenir de plus en plus forte. Christophe, auriez-vous le souvenir d'un moment très fort ou
franchement incongru dans cette industrie, moment que vous accepteriez de partager avec nous? Alors, je trouve d'abord que quand on fait ce métier, on le fait aussi parce qu'il y a beaucoup de moments très forts. Donc, je ne vais pas tous vous les asséner, mais il y en a eu beaucoup. Mon expérience également, c'est que moi, j'ai commencé mon parcours dans le private equity relativement jeune, et donc que les moments forts changent avec le temps. C'est vrai qu'en tout cas en ce qui me concerne, les moments forts au début, c'était évidemment l'adrénaline de la transaction, du deal. Aujourd'hui, c'est toujours là, parce que c'est toujours un petit miracle. Un deal, c'est quand même quelque chose qui ne doit jamais arriver, puis un jour, ça arrive. Donc c'est quand même ça, une transaction. C'est plein de gens qui veulent des choses un peu contraires, et puis un jour, ils arrivent à se mettre d'accord. On ne sait jamais vraiment comment, mais ça arrive. Et donc aujourd'hui, moi, les moments forts, c'est plutôt évidemment des moments d'accomplissement pour des entrepreneurs qu'on accompagne, pour les équipes ici. Donc c'est évidemment ça, les perspectives changent avec le temps. Cela étant dit, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'un des moments très très forts pour moi, ça a été le spin-off d'Atlas Formen en 2008 avec Marc Delamarre et son équipe. Un homme, un intrapreneur qui a créé à partir de zéro son entreprise avec des moyens très limités. Une entreprise qui est non-core dans son groupe, qui est un groupe extraordinaire, le groupe familial des Agostini que vous connaissez. Et ce moment où, donc, un peu moins de 20 ans plus tard, il va emmener son équipe vers l'indépendance, lui donner les moyens de son ambition. Et donc, c'est un catalyseur d'énergie unique, à telle enseigne qu'il passe de 128 à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans. Une rentabilité qui saute, et puis une ouverture de plusieurs pays, la Tchéquie, la Slovaquie, le Royaume-Uni. Et tout ça, moi, j'en suis témoin, puisque on fait un dîner avec toute l'équipe qui devient actionnaire. Donc à l'époque, c'est une grosse quinzaine de personnes. Et ces gens, donc ces cadres pour l'essentiel, qui ont aidé à créer l'entreprise, qui sont extrêmement attachés, expliquent ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un moment vraiment extraordinaire d'accomplissement personnel. D'autant qu'à la fin, conséquence de ce cercle vertueux, c'est un succès d'entreprise, d'investisseurs et d'accompagnateurs d'entrepreneurs absolument extraordinaire, et qui continue aujourd'hui. Marc et son équipe, et notamment Serge Le Marchal, le directeur financier, continuent un parcours vraiment unique et à l'international, qui plus est. Donc ça, c'est un moment très fort. Un moment incongru, parce que je me posais la question quand vous me mentionniez. C'était, alors moins maintenant, mais c'est toujours vrai, quand les gens essayent, quand les gens qui ne sont pas de cette petite planète qu'est la nôtre, du private equity, essayent de qualifier ce que vous faites. Et donc, moi, j'ai été tour à tour expert comptable, j'ai été banquier, souvent dans les mariages. Je suis oui, vous qui êtes expert comptable ou vous qui êtes banquier, et la plupart du temps, je suis dans les chiffres. Voilà. Mais ça me va bien d'être dans les chiffres, parce que ça correspond à une certaine réalité qui est la nôtre, évidemment. Mais voilà, les moments incongrus, c'est ça. Et c'est toujours assez sympathique et drôle. Justement, si nous parlons un peu d'avenir ou de perspective, comment voyez-vous la classe d'actifs du private equity à 10 ans ? Et selon vous, quels sont les grands enjeux auxquels cette industrie doit faire face ? Il s'est passé et il se passe quelque chose qui se renouvelle tout le temps et qui devient banal, mais qui est en même temps extraordinaire. C'est que la comparaison entre l'actionnariat coté et l'actionnariat non coté dans le temps, que ce soit en termes de retour, donc pour nos clients, et que ce soit en termes d'impact positif, de lisibilité, de prédictibilité, on voit bien qu'il y a une vertu à l'actionnariat non coté qui est éminente, qui est claire, qui est centrale. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que plus le temps passe, plus les marchés cotés ont de la volatilité, des événements de marché difficiles, plus le non coté peut apparaître et apparaît comme quelque chose, et pour les investisseurs et pour les entreprises, de plus sécurisant et de plus lisible. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de marché coté, bien loin de là, bien évidemment. La deuxième chose qui va avec la première, c'est que cette révolution est en train de s'accomplir et sera complète quand le private equity sera un produit retail au même titre ou quasi au même titre qu'une action cotée.
puisqu'évidemment, la limite de ce que j'ai dit auparavant, c'est que pour qu'il y ait un vrai accomplissement du modèle du non-coté et une appropriation par les investisseurs, y compris personnes individuelles, il faut le rendre accessible. C'est ce à quoi on est en train d'assister. On avait, alors moi je le vois d'ailleurs dans les souscripteurs d'Activa, on avait des entrepreneurs sophistiqués qui connaissaient le LBO et qui pouvaient investir quelques centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on a des gens avertis sur le plan économique qui souvent d'ailleurs se sont détournés en tout ou partie des investissements cotés, se sont intéressés au private equity et commencent à y avoir accès par tous les mécanismes d'interfaçage entre les fonds de private equity et les particuliers. Et ça va continuer. Donc ça, c'est une vague qui va continuer à prendre de l'ampleur. Et donc la question, le défi là, c'est effectivement comment on va rendre lisible et sécurisé pour le petit porteur l'investissement en private equity. On a un cadre réglementaire et juridique extrêmement stable et extrêmement lisible, que ce soit dans le private equity ou dans le public equity. Il faut le mettre à la portée des petits épargnants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. On voit des fonds retail ou des feeders retail très accessibles qui sont en train de se démocratiser. Donc je pense que c'est ça, en termes d'ADN du private equity, c'est ça qui va changer ou continuer de changer profondément dans les années qui viennent. Et ça va s'accompagner parce qu'il va y avoir une démocratisation, une massification des investisseurs en private equity. Ça va s'accompagner d'une exigence développement durable ou ESG croissante, puisque ces petits porteurs auront les mêmes exigences avec les fonds de private equity que ce qu'ils peuvent avoir avec les grandes valeurs cotées, en tout cas pour certains d'entre eux, c'est-à-dire comment répondez-vous de votre style d'investissement et de l'impact que vous avez via les entreprises que vous accompagnez sur l'environnement, le corps social, etc., etc. Donc moi je pense qu'on est en train d'y assister, mais que cette révolution va s'accomplir. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, on doit être prêts sur ces deux jambes-là. La première, avoir des convictions, mais surtout une pratique, parce que c'est ce qu'on attend de nous, granulaire, précise, concrète du développement durable auprès de nos entrepreneurs. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs qu'on doit se mettre en déséquilibre et qu'on doit être prêt à déplaire, si vous me permettez l'expression, à telle ou telle entreprise ou entrepreneur, parce qu'on lui dit non, nous... on te demandera de mesurer ton empreinte carbone, on te demandera de l'améliorer, puis si tu ne le fais pas, on ne pourra pas s'associer parce qu'on n'investira pas auprès de quelqu'un qui n'a pas ces mêmes considérations. Le deuxième point, c'est évidemment de faire notre propre mue, d'avoir été des investisseurs dont les clients sont des grands institutionnels en nombre réduit, avec une vision long terme et des relations qui se nouent sur le très long terme. Nous, ici, évidemment, comme tous nos confrères, on a des investisseurs qui sont là depuis 20 ans. Ça continuera, mais de faire notre mue, c'est-à-dire d'être en mesure, et par les outils, et par la posture, et par la manière de communiquer et de parler, d'être capable d'accompagner des investisseurs personnes physiques et de leur offrir un vrai outil sûr, lisible de création de patrimoine à long terme. Christophe, un grand merci pour votre générosité, pour la sincérité de ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très belle poursuite avec Alexandre Masson et votre équipe de l'histoire d'Activa Capital. Et encore une fois, un grand merci. Merci à vous. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.